18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Marine Le Pen est notre invitée exceptionnelle ce soir. On va parler de l'Océan Viking, ce bateau qui a débarqué à Toulon il y a 13 jours. Il ne reste plus que combien de migrants aujourd'hui, Louis de Ragnel, dans la zone fermée de la presqu'île de Vienne ? 2 originaires du Bangladesh. Le Bangladesh a dit qu'il était favorable à leur retour au Bangladesh, mais pour l'instant, il n'y a pas de trace d'un laissez-passer consulaire. Donc on verra s'ils seront réellement expulsés. Comment qualifiez-vous cette opération de l'Océan Viking, Marine Le Pen ? S'il fallait que les Français comprennent comment ça fonctionne, là je crois qu'ils ont bien compris. Enfin je l'espère, car tout cela était tout à fait prévisible. C'est la raison pour laquelle nous sommes depuis des années contre l'accueil de ces bateaux, dont je rappelle que ce sont des bateaux affrétés par des ONG, qui sont des ONG qui défendent une sorte de calendrier idéologique, et qui sont clairement complices des passeurs. Bon, c'est démontré, d'ailleurs ce sera à nouveau démontré, puisque Jordan Bardella a réclamé une commission d'enquête au Parlement européen pour confirmer ce qui fait déjà l'objet de rapports de Frontex, c'est-à-dire les relations qui existent entre les ONG et les passeurs, et on se retrouve dans une situation où le gouvernement a son affaire Leonarda, c'est-à-dire que la France est humiliée, puisque alors que le ministre de l'Intérieur était venu, comme souvent d'ailleurs, jouer des muscles à la télévision en expliquant que tous ces gens seraient dans un espace qui serait surveillé, dont ils ne pourraient pas sortir, eh bien il a suffi de quelques jours pour qu'on se retrouve avec quatre migrants qui restaient. 2 expulsés par le Mali hier. Oui, c'est une grosse victoire. 2 expulsés et 2 qui vont peut-être l'être. Voilà. C'est catastrophique parce que c'est révélateur qu'en réalité la politique d'immigration dans notre pays est tout à fait hors contrôle, que plus personne ne contrôle rien et qu'elle risque de s'aggraver parce que à partir du moment où l'Ocean Viking a été accepté une fois, il n'y a aucune raison. Bateaux évidemment que oui. Par la France. Évidemment que oui. Il va y avoir un appel d'air qui va être fait et les ONG complices des passeurs sauront maintenant que les ports français sont ouverts à leurs navires pour pouvoir ramener des clandestins sur le territoire national. Mais ça correspond à ce que dénonçait M. Collomb. M. Collomb, dans son interview, dit quoi ? Il dit, en réalité, Emmanuel Macron voulait créer un Lampedusa. Voilà. Soit à Toulon, soit à Marseille, dit-il. Eh bien, il va l'avoir, son Lampedusa. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que ce sont les Français qui en subissent les conséquences. Gérald Darmanin dit que c'est l'état de droit qui a été respecté. L'état tout court, a-t-il dit, le ministre de l'Intérieur. Donc, en fait, ils sont extraordinaires. Il est extraordinaire. Il manque pas de talent, faut être honnête. C'est ironique, Iqiyoussen s'enfuit en Belgique. Il explique que, vous voyez, il est parti. Comme quoi, M. Darmanin est très efficace, alors qu'il a échappé évidemment à la justice française, et aujourd'hui il nous explique que tout le monde s'est dispersé, alors même qu'il disait qu'il ne pourrait pas le faire, il nous explique que c'est l'état de droit. Mais le droit est dans un état épouvantable. Moi, c'est ça que je viens dire. Le droit est dans un état épouvantable. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais, et je souhaite toujours, je l'avais évoqué pendant la présidentielle, faire un référendum sur l'immigration, dont une partie consiste à constitutionnaliser le droit des étrangers et à indiquer surtout que aucun texte international ne peut avoir une valeur juridique supérieure à la Constitution et ne peut donc s'appliquer dans notre droit interne s'il est contraire à la Constitution. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Louis de Ragnel. Vous l'avez un peu dit, le problème c'est d'abord et avant tout objectivement le droit français, c'est-à-dire que le droit français permet, en tout cas ce qui s'est passé avec les migrants de l'Océan Viking, si on met de côté un peu le débat politique, demain si vous arrivez au pouvoir, quasiment 100% des Ouïghours peuvent prétendre au droit d'asile en France. Vous avez potentiellement 1 milliard d'Africains qui peuvent prétendre au droit d'asile parce que l'homosexualité est condamnée très fermement, parfois la peine de mort qui est prononcée, parce que l'excision est pratiquée dans de nombreux pays africains. Globalement, qu'est-ce que vous changeriez dans le droit d'asile, par exemple? Vous remettez tout en question? En réalité, il suffit de revenir aux origines du droit d'asile. C'est le droit d'asile qui, au fur et à mesure des années, a été dénaturé. Et du coup, vous sortez certains critères du droit d'asile? A été dénaturé, élargi. Et je rappelle quand même que le droit d'asile consistait à accueillir des gens qui étaient persécutés pour des raisons politiques, bien souvent, par leur État. D'accord ? C'est ça le droit d'asile. Or, on voit bien que c'est le cas des homosexuels en Afrique. Mais Marine Le Pen, dès qu'il y a un conflit,
potentiellement toutes les victimes potentielles du conflit peuvent prétendre au droit d'asile. Mais vous voyez que là, s'il y a un conflit, encore une fois, on se retrouve dans une situation où on a des réfugiés de guerre. Enfin, ce sont des réfugiés de guerre. Donc, vous avez raison de dire qu'avec l'état du droit actuel, eh bien, nous pourrions potentiellement accueillir 10, 20, mais si vous arrivez 30 au pouvoir, vous feriez quoi 50 millions. Typiquement sur le droit d'asile, c'est à peu près 123 000 demandes par an. D'abord, je crois qu'il faut réformer le droit d'asile pour le redonner son sens originel. Aujourd'hui, moi, je voyais le témoignage d'un juge dans les cours qui doivent juger du droit d'asile et qui disait, mais ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas vu une demande d'asile pour des raisons politiques. La deuxième chose à faire, et c'est relativement urgent, c'est de considérer, je l'ai proposé encore une fois dans mon référendum, que les demandes d'asile s'effectuent dans n'importe quel consulat ou n'importe quelle ambassade de France, de n'importe quel pays. Et elles seront analysées de ce pays-là. Ça veut dire que ne pourront rejoindre le territoire national que ceux qui auront véritablement obtenu l'asile. Et donc ça veut dire que vous expulserez un demandeur d'asile qui fuit réellement un conflit, qui arrive directement et illégalement sur le territoire français ? Je lui demanderais d'aller demander l'asile. Mais dans n'importe quel pays, l'Italie, la Belgique, la Libye, la Tunisie, n'importe quel pays du monde. Ce que je veux dire, c'est que le problème, au-delà du droit d'asile, qui est certes dévoyé, mais qui n'est pas le problème le plus essentiel. Le problème, c'est tous ceux qui n'ont pas le droit d'asile, qui en réalité demandent. Vous voyez, tous les migrants de l'Ocean Viking ont déposé une demande d'asile. Tous. On sait parfaitement que tous ne sont pas éligibles. On le sait. Et pourtant, ils ont tous déposé une demande parce qu'ils savent que ça leur donne un délai plus ou moins long pour pouvoir rester sur le territoire. Et lorsqu'ils ne reçoivent pas cet asile, car ils n'y ont pas droit, une grosse quarantaine. Eh bien, ils restent quand même sur le territoire national. C'est donc une nouvelle filière, en quelque sorte, d'immigration clandestine qu'on a laissé se mettre en place, alors que nous en avons déjà beaucoup des filières d'immigration clandestine. J'aimerais qu'on écoute Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale. Elle a eu des propos très durs, notamment contre l'Italie. Peut-être les avez-vous entendus. J'aimerais qu'on les réécoute à propos de l'Italie de Giorgia Meloni. Permettez-moi, Madame la députée, de vous dire que je suis très étonné de la part de députés qui se disent nationaux ou patriotes, que vous préférez attaquer le gouvernement plutôt que vos amis italiens. Et que finalement vous êtes très internationaliste, au lieu de voir dans la décision de Madame Meloni et de son gouvernement le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français, les justiciables français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment. Voilà, c'était la réponse à une députée récemment. L'Italie est donc l'ennemi de la France, Madame Le Pen ? Il faudrait presque faire une analyse mot à mot des ficelles de M. Darmanin qui commence à se voir beaucoup parce qu'il les utilise de manière régulière. Ce propos est très grave. Je veux dire, l'Italie est donc considérée comme un ennemi de la France. L'Italie, pays frère, pays ami, est devenu un ennemi de la France. Il faut lui faire quoi, la guerre ? Parce qu'on fait la guerre aux ennemis. C'est quand même insensé comme déclaration. Donc, ils nous ont fâchés avec la Grande-Bretagne, ils nous fâchent avec l'Italie, ils vont réussir à nous fâcher avec le monde entier, en réalité, ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Ces propos n'ont ni queue ni tête. Et en tout cas, ce sont des propos que je considère totalement irresponsables de la part d'un ministre de l'Intérieur. Quant à dire que ce sont les policiers, les gendarmes qui accueillent les migrants, cette technique qu'a M. Darmanin de se planquer en toutes circonstances derrière les policiers et les gendarmes commence à devenir insoutenable. Voilà. Moi, je le dis, et je pense que les policiers et les gendarmes pensent la même chose que moi. Il doit retirer ses propos sur l'Italie ? Mais bien sûr, il doit retirer ses propos, mais il doit surtout assumer ses responsabilités. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Ils ont décidé d'accueillir l'Ocean Viking. Ils avaient refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Ils nous avaient expliqué en 2018 l'inverse de ce qu'ils nous ont dit pour l'Ocean Viking. La dernière fois à l'Assemblée, il a fait une tirade incroyable de cynisme et de mauvaise foi en disant « vous voudriez laisser mourir des enfants ». Mais tout ça est honteux, objectivement. C'est le niveau zéro de la politique. C'est le niveau zéro de l'argumentation dont ils ont eux-mêmes souffert en 2018, d'ailleurs, lorsqu'ils avaient refusé l'Aquarius. Donc, il ne faut pas, encore une fois, accepter ces bateaux. Mais la vraie question qu'il faudrait poser à M. Darmanin, c'est pourquoi
ne considérez-vous pas que les ports tunisiens ou les ports algériens sont des ports sûrs ? Je veux dire, il y a encore une fois des milliers de Français, des centaines de milliers même, chaque année qui vont en vacances en Tunisie. Il ne me semble pas que le ministère de l'Intérieur leur ait fait savoir qu'il s'agissait de pays particulièrement dangereux où il ne fallait pas mettre les pieds. Pourquoi ? Il n'y a pas un seul port en Afrique qui est considéré comme un port sûr. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on crée un entonnoir pour que ces bateaux ne puissent aller qu'à un seul endroit, c'est sur le territoire européen. Et en cela, je suis navré de dire que M. Darmanin et ses amis du gouvernement sont complices de ces ONG. Une dernière question sur l'immigration. Selon vous, qu'est-ce qui explique le changement de position d'Emmanuel Macron qui, vous l'avez rappelé, en 2018 refusait l'accueil de l'Aquarius, bateau de SES Méditerranée, et qui cette fois-ci accueille le bateau de SES Méditerranée, donc qui a un autre nom, Océan Viking. Grégoire de Fournas. Vous faites le lien direct avec l'affaire Grégoire de Fournas ? Évident, enfin tout le monde l'a fait d'ailleurs. C'est en quelques... Qui était un député Rassemblement National, on le rappelle. À 2 jours, donc je rappelle Grégoire de Fournas sur l'interpellation d'un collègue de la France Insoumise qui dit l'Ocean Viking, personne ne veut l'accueillir, Malte ne veut pas l'accueillir, aucun port européen ne veut l'accueillir, dit qu'il retourne en Afrique. Bon, qu'il retourne. C'est important ce que vous dites, ça veut dire que si Grégoire de Fournas n'avez pas prononcé cette phrase, vous pensez que l'Océan Viking n'aurait pas accosté sur les côtes françaises ? Non, mais ce que ça signifie, la portée de ce que vous dites. Bien sûr. Je crois que ce gouvernement en est là. Il n'a tellement pas de colonne vertébrale qu'il est tellement dans la communication permanente, mais je vous renvoie encore une fois aux dates. Je crois qu'il y a eu à peine 2 jours d'écart entre le passage de Grégoire de Fournas au bureau et la décision annoncée de l'accueillir, pas son arrivée, la décision annoncée de l'accueillir. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'on prend des décisions dans notre pays, uniquement en répondant à des polémiques politiques qui ne devraient pas déterminer la position de la France sur des sujets aussi graves et aussi importants que les sujets de l'immigration. Marine Le Pen, est-ce que vous voterez la loi Asile et Immigration qui arrivera en débat en décembre au Parlement et sera votée ensuite en janvier ? Zéro chance. Zéro chance. Zéro chance. Zéro chance, je l'ai dit d'ailleurs à M. Darmanin, zéro chance pour une raison simple, c'est que c'est une loi qui crée à nouveau une filière d'immigration, comme si on n'en avait pas assez. Donc pour la régularisation des travailleurs sans papier. Voilà, il crée une nouvelle filière d'immigration et une nouvelle campagne de régularisation de clandestins qui ne se justifie en aucune manière et qui va constituer, elle aussi, un appel d'air, un espoir que l'on donne à ceux qui veulent rejoindre le territoire européen, risquant leur peau d'ailleurs en le faisant, parce qu'ils se disent si j'ai une chance d'être régularisé, alors je vais tenter cette traversée. Donc c'est une politique qui est en réalité contraire à l'humanité, dangereuse pour ces clandestins et évidemment parfaitement néfaste pour la France, compte tenu du fait que je ne crois pas du tout à la capacité d'une immigration choisie qui ferait venir des gens pour pouvoir remplir les 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus. J'y crois pas, parce que ça fait 40 ans qu'on le fait. Et ça fait 40 ans que ça fonctionne pas. Mais en revanche, vous ne pensez pas que ça peut résoudre des problèmes dans les filières en tension ? Mais je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout parce que, encore une fois, je l'ai dit déjà, j'ai 54 ans. Il y a 54 ans, on a passé un accord avec l'Algérie, une convention en 68 qui était fondée sur les mêmes demandes. Il faut faciliter l'immigration d'Algériens en France pour remplir les emplois non pourvus. Ça fait 54 ans qu'on nous vend ça, 54 ans, ça ne fonctionne pas. En revanche, il y a en France des étrangers qui sont au chômage. Ils sont 2 fois plus au chômage que les Français. Commençons par leur demander s'ils ne souhaitent pas, eux, peut-être, remplir ces emplois ou alors repartir éventuellement dans leur pays d'origine. Il est 18h30. Marine Le Pen est l'invitée exceptionnelle de Punchline. On fait juste le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Adrien Spiteri. La Russie aurait tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine. Selon Kiev, au moins 3 morts et 6 blessés ont été recensés dans la capitale. L'approvisionnement en eau a également été coupé dans la ville. L'Ukraine va demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, selon le président
Volodymyr Zelensky. Le Parlement européen victime d'une cyberattaque. Elle intervient un peu après un vote sur la Russie dans lequel les eurodéputés qualifient le Kremlin d'État promoteur du terrorisme. Cette attaque paralyse la disponibilité du site web de l'institution. Et puis nouvelle surprise à la Coupe du Monde au Qatar. Après la défaite de l'Argentine hier, c'est au tour de l'Allemagne de se faire surprendre. La Mannschaft s'incline 2-1 face au Japon dans le premier match du groupe E. Actuellement, l'Espagne affronte le Costa Rica. On va faire une toute petite pause dans Punchline. On se retrouve dans un instant avec Marine Le Pen sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce qui se passe en Ukraine avec les tirs de missiles russes, l'armée française, l'état de l'armée française. Et puis bien sûr, on évoquera le pouvoir d'achat, l'inflation qui étrangle les Français. Emmanuel Macron a rencontré les maires cet après-midi. Ils lui en ont parlé. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Marine Le Pen est notre invitée exceptionnelle. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, Marine Le Pen a rencontré les maires au Salon des maires et non pas au Congrès des maires, puisque ce n'est pas lui qui va prononcer le discours de clôture, mais Elisabeth Borne. Il a sans doute écouté les doléances de certains élus. Élodie Huchard et Florian Paume, vous êtes sur place. La rencontre a duré combien de temps ? Eh bien Laurence, pendant un peu plus de 4 heures, le président de la République a déambulé ici au Salon des maires. Il a rencontré évidemment un certain nombre d'élus lors de tables rondes ou bien encore dans le public. Des élus qui semblaient parfois un petit peu découragés avec des questions récurrentes sur les prix de l'énergie, sur comment faire face à l'inflation, comment faire face à l'insécurité du quotidien. On sentait Emmanuel Macron dans le soutien. Il leur disait on est à vos côtés mais je reconnais que le quotidien est très dur. On a vu aussi certains dispositifs présentés au chef de l'État par exemple pour assurer la sécurité dans les villes, oui, mais pourtant un certain nombre de communes continuent de se sentir bien seules face à ces phénomènes. Et puis surtout, Laurence, vous le rappeliez, cette année, l'originalité, c'est qu'Emmanuel Macron ne va pas au Congrès des maires, il est ici au Salon, qu'il ne fera pas le discours de clôture, il s'en est justifié, c'est mon 2e mandat, dit-il, c'est le rôle de ma première ministre, j'ai l'impression de faire toujours le même discours. Je suis plus utile sur le terrain, ça c'est pour la parole de l'Élysée, parce que les maires se sont sentis un petit peu snobés par le chef de l'État. Normalement, c'était la tradition qu'il aille clairement devant eux. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Sur place avec Florian Paume. Marine Le Pen, il aurait dû prononcer un discours devant les maires, le président de la République. Évidemment. Cette année, plus que n'importe quelle autre année. Pour une raison simple, c'est que le gouvernement a pris un certain nombre de décisions qui ont évidemment aggravé la charge qui pèse sur les collectivités. Lesquelles notamment l'augmentation du point d'indice, sans avoir une compensation pour ces collectivités. Les collectivités sont aujourd'hui à la gorge, pour beaucoup d'entre elles, avec des prix de l'énergie qui sont pour certaines multipliés par 2, pour certaines par 8, pour certaines par 10, c'est-à-dire dans l'incapacité totale de faire face, en continuant à offrir les services communaux, à l'explosion de ces factures. Elles sont confrontées à l'augmentation de l'inflation, car évidemment les collectivités, les cantines sont à leur charge. Et par conséquent, face à l'intégralité de ces problématiques, ajouter à cela la problématique d'une insécurité qui explose dans les villes moyennes et dans les petites villes, évidemment, sa place était d'aller rencontrer et parler à ces maires. Or, c'est pas ce qu'il a fait au Salon ? Non, ça n'est pas ce qu'il a fait au Salon. Non, ça n'est pas vrai. Il fallait qu'il leur dise où est-ce qu'il veut aller, quelles sont les solutions qu'il propose. En réalité, il envoie le fusible Elisabeth Borne, et ça n'est pas bien de sa part. Ça n'est pas bien parce que ces élus municipaux qui bien souvent se démènent font tenir le pays. Et s'ils n'étaient pas là, eh bien, le pays ne tiendrait pas. Et donc, la moindre des choses, c'est de leur offrir la considération qu'ils méritent en venant leur apporter les réponses aux questions qu'ils connaissent très bien et qu'ils cherchent en réalité à éviter. Le cœur des préoccupations des maires comme des Français, c'est le pouvoir d'achat, vous l'avez dit, et l'inflation. Vous avez un certain nombre de propositions. La baisse de la TVA sur les carburants, le fuel, la suppression de la TVA pour un panier de 100 produits de première nécessité. On a posé la question aux Français. Qu'est-ce qu'ils pensent de vos mesures ? Écoutez leurs réponses, vous leur répondrez ensuite. Si on baisse la TVA, ça va être minime. Ça va être minime si c'est des petites baisses. Sur un panier moyen, ça va peut-être être 30 € par mois. Et pour le carburant, c'est pas sûr que ça se répercute sur le prix à la pompe. Je pense qu'il aurait tout aussi fallu baisser la TVA et faire à la fois les chèques énergie pour les gens les plus nécessiteux. Je pense que bloquer la TVA sur les biens de première nécessité serait une bonne idée. Après, baisser la TVA n'est pas forcément la meilleure solution, puisqu'après, à un moment donné, on va l'augmenter.
Et puis je pense que mettre des chèques énergie, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Dans d'autres pays, il y a beaucoup moins. Les recettes, vous en faites quoi? On n'a plus de recettes. On supprime les recettes. La TVA sur l'essence, c'est très bien que ça rapporte des dizaines de milliards. Baisser les taxes, oui. Mais bon, est-ce que c'est possible au plan financier pour le gouvernement? C'est pas sûr, je ne sais pas. Voilà, la question du financement. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français? Alors je vais leur dire que non seulement c'est parfaitement possible, mais de surcroît c'est pérenne, c'est-à-dire que la baisse de TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble de l'énergie, gaz, électricité, carburant et fuel, est dans mon esprit une mesure pérenne, pas une mesure conjoncturelle et temporaire, comme c'est le cas évidemment pour les chèques. Troisièmement, baisser la TVA, c'est une mesure désinflationniste, alors que les chèques sont une mesure ce sont des méthodes inflationnistes, donc qui aggravent en réalité l'inflation. Et j'avais d'ailleurs proposé toute une série de baisses des dépenses contraintes. Il n'y avait pas seulement la baisse de la TVA, il y avait aussi la baisse du prix des péages, il y avait la baisse du prix la maîtrise du coût des abonnements. Il y avait toute une série de mesures qui visaient à rendre aux Français entre 150 et 200 euros par mois. Et je regrette que le gouvernement ait refusé d'aller dans ce sens. Quant à la TVA sur les produits de première nécessité, il y a des produits de première nécessité qui sont à 5,5. Ceux qui ont été interrogés ont raison. Mais il y a aussi des produits de première nécessité où la TVA est à 20%. Je pense aux produits d'hygiène. Je pense à la nourriture pour les animaux. Car beaucoup de Français ne vont pas se séparer de leur animal domestique. Le prix va augmenter de 43% pour les animaux domestiques. Et là, la TVA est à 20%. Donc vous voyez, une TVA à 0% sur un panier de produits de sans première nécessité, oui, bien sûr, c'est absolument, à mon avis, urgent et ça aurait évidemment un avantage direct. Mais de manière plus générale et en amont, la vraie question, c'est le prix de l'énergie. C'est l'erreur absolument fondamentale qui est faite par Emmanuel Macron, qui refuse de sortir de la méthode de calcul du système européen de l'électricité, du marché européen de l'électricité, qui fait que notre électricité flambe, que le gaz flambe, parce que les décisions politiques ont été très mauvaises et qu'il ne veut pas revenir dessus, comme d'ailleurs sont revenus dessus le Portugal ou l'Espagne. Il faudrait faire comme l'Espagne et le Portugal et dire on sort de ce système-là. Mais bien sûr, tout de suite, il faut sortir de ce système. C'est pas la fin de l'Europe ? Mais non, mais pas du tout. D'abord, c'est pas la fin de l'Europe. Et deuxièmement, on ne peut pas supporter cela. Les ménages ne le supportent pas. Les entreprises ne peuvent pas le supporter. Notre économie est face à un risque sinon d'effondrement, du moins d'affaiblissement très durable. Et tout ça, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur l'emploi aussi. Et donc, un risque d'augmentation du chômage. L'énergie, c'est le sang de l'organisme. S'il n'y a plus d'énergie dans un pays où si cette énergie est inabordable, alors l'organisme s'affaiblit et voire même, dans certains secteurs, peut s'arrêter. On a vu que cette semaine, il y avait la baisse des ristournes à la pompe. Le mois de janvier verra la baisse du bouclier tarifaire. Vous redoutez une explosion de colère des Français? Oui, bien sûr que je redoute. C'est pas que je redoute une explosion de colère, c'est surtout je constate un désespoir. Aujourd'hui, c'est un véritable désespoir qui saisit les gens. Je veux dire, il y a des millions de foyers dans notre pays qui sont à 2 euros près quand ils font leur plein de courses, qui sont à 10 euros près à la fin du mois. Et ils ne savent pas comment ils vont faire face, comment ils vont payer leurs factures. Alors, ils vont réduire le chauffage, ils vont avoir froid, ils vont se nourrir moins. Mais, enfin, où est-on? Je veux dire, dans la 6e puissance du monde, on en est à cette situation-là. Donc, ce désespoir-là, il est terrible. Et je regrette que, si vous voulez, sous prétexte que la colère ne s'exprime pas, le gouvernement ne l'entende pas, comme si le gouvernement n'entendait que les explosions de colère. Il faut éviter et apporter des solutions avant précisément que cette colère s'exprime. Mais la baisse de la ristourne, il n'y a pas que la baisse de la ristourne. Il y a aussi qu'au mois de janvier, alors même que les Français sont face à cette situation extrêmement difficile, on leur propose de réformer la retraite pour les faire travailler plus longtemps, qu'ils ont voté la réforme de l'assurance chômage qui fait que les chômeurs vont avoir beaucoup plus de mal à se faire indemniser, le seront moins et le seront moins longtemps.
Mais pourquoi tant de cruauté à l'égard du peuple français? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? C'est ça la question, moi, qui me vient aux lèvres. Vous pensez que le gouvernement mène une stratégie qui emmène le pays dans le mur, ou au contraire qui tente de redresser les finances publiques? Mais non, tout cela emmène le pays dans le mur. Et honnêtement, jusqu'à un certain temps récent, on disait rien ne fonctionne sauf le nucléaire. Même le nucléaire ne fonctionne plus. Ça veut dire que notre pays est en voie, si vous voulez, de sous-développement. Voilà, la réalité, elle est là. Les gens vivent beaucoup moins bien aujourd'hui qu'ils ne vivaient il y a 10 ans, et ils vivront beaucoup moins bien le mois prochain que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Tous les piliers de l'État sont en train de se déliter. L'hôpital, François Braun, ministre de la Santé, propose une nouvelle enveloppe de 543 millions d'euros qui se rajoute à d'autres sommes. C'est suffisant pour tout ça remettre l'hôpital debout. Mais non, mais vous voyez bien que tout ça sont des pansements. Il n'y a aucune vision. On a un gouvernement qui est là en train de mettre des pansements en urgence quand il voit que les choses craquent. Les urgences craquent, la pédiatrie craque, l'hôpital de manière générale est le premier désert médical de France. L'école s'effondre sous les coups de boutoir du fondamentalisme islamiste et de ses revendications. Le niveau des élèves ne cesse de baisser. L'économie va mal. Enfin, on se demande qu'est-ce qui fonctionne encore dans le pays. Et je suis navré de dire que Emmanuel Macron a une responsabilité majeure dans cette situation. Parce que justement, comme il le rappelle, c'est son deuxième mandat. Ça veut dire que on paye aujourd'hui les conséquences des décisions qui ont été prises lors des 5 années précédentes aussi. J'aimerais qu'on parle de l'Ukraine, où la situation est toujours catastrophique. De nouveaux tirs de missiles, je le disais, autour de Zaporijjia. Un nouveau-né a été tué dans le bombardement d'une maternité. Est-ce qu'il... On ne voit pas comment les pourparlers pourraient se tenir dans cette situation-là. Est-ce qu'il faut les rechercher à tout prix? Et quels moyens utiliser? Quel poids a la France dans cette entreprise-là? Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est d'être obligé de rappeler que la guerre fait des morts. Et que donc, il faut arriver à la fin de la guerre. Et le seul moyen d'arriver à la fin de la guerre, c'est précisément des pourparlers. Pour réussir à mettre autour de la table les belligérants et obtenir le retrait des troupes russes d'Ukraine. Donc, il faut continuer. Madame Le Pen, de toute l'Ukraine, Crimée compris? Mais ça fera partie des pourparlers, si vous voulez. C'est justement ça le but. Et moi, j'avais plaidé pour une grande conférence pour la paix, dont la France aurait pu prendre l'initiative, parce que je pense que c'est son rôle historique, justement, de prendre cette initiative-là pour réussir à mettre fin à ce conflit qui fait tant souffrir le peuple ukrainien, mais qui fait également souffrir par les répercussions des sanctions qui ont été décidées les peuples européens. Et donc, c'est urgent de le faire. On préservera des vies en faisant cela. Et moi, ceux qui aujourd'hui sont des sortes de va-t-en-guerre, qui presque espèrent que la guerre se généralise, je crois, ne savent pas ce que c'est que véritablement que la guerre et ses conséquences. Vous pensez à qui sur les civils? Je pense à BHL, je pense à un certain nombre de personnes qui, par exemple, au moment où les 2 missiles sont tombés sur la Pologne, souhaitaient immédiatement le déclenchement de l'article 5, que tout le monde entre en guerre aux côtés de l'Ukraine pour créer, en réalité, les conditions d'une 3e guerre mondiale. Je pense qu'il faut se préserver beaucoup de la parole de ces gens et garder son sang-froid face à une situation qui s'aggrave quand même de jour en jour. Bernard-Henri Lévy est sur le terrain en permanence en Ukraine, voit au quotidien les crimes de guerre qui sont commis par les soldats russes. Il témoigne de cela. J'ai pas entendu qui. Bernard-Henri Lévy. Oui, d'accord. Oui, enfin, moi, je ne crois pas un mot de ce que dit Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc, il est sur le terrain, madame. Oui, enfin, il est sur le terrain. Enfin, pardon, il est sur le terrain en costard, chemise ouverte, en train de se faire prendre en photo pour les prochains. Non, écoutez, ce personnage a encore une fois lui aussi trop usé de ses ficelles. Il ne pense qu'à lui, qu'à sa propre image, et je trouve ça absolument détestable. Il y a des structures internationales, l'ONU notamment, qui fait des enquêtes. Il faut le laisser faire les enquêtes et pour découvrir les crimes de guerre, quelles que soient d'ailleurs les personnes qui les commettent. Je tiens ici à réaffirmer l'intégrité de Bernard-Henri Lévy, qui est réaffirmer sur le terrain. Moi, je vous dis ce que j'en pense, et qui je pense rencontre qu'on pense beaucoup de Français d'ailleurs. Vous avez le droit de penser Merci. ça. L'armée française. Le général Pierre de Villiers était hier notre invité, ici même, dans Punchline. Il est très inquiet sur l'état de l'armée française, l'état de nos munitions, des matériels, en termes d'effectifs. Il estime que le conflit en Ukraine, nous donnons énormément d'armement à l'Ukraine, affaiblit l'armée française qui ne serait pas capable, selon lui, de tenir plus de quelques jours face à un conflit de haute intensité. A-t-il raison dans le constat et qu'est-ce que vous proposez ?
Bah oui, il a raison. Bien sûr, c'est un des sujets, un des effets secondaires, en quelque sorte, de ces livraisons massives d'armes dont personne ne souhaite parler. Et je trouve que c'est courageux de sa part d'en parler. C'est que l'intégralité du matériel que l'on transfère aujourd'hui à l'Ukraine est du matériel qui manque à la France. Soit il manque à la France parce qu'il devait équiper notre armée, soit il ne permet pas à la France de remplir des contrats qui ont été signés avec d'autres pays à qui nous avions vendu ce matériel. Et des contrats que donc nous ne respectons pas pour transférer ce matériel à l'Ukraine. Je pense que on ne peut pas, encore une fois, aider l'Ukraine dans la mesure de nos moyens est quelque chose d'honorable, mais nous ne pouvons pas le faire au détriment de notre propre sécurité, de la sécurité de notre propre peuple, parce que si demain nous avions besoin précisément de l'intégrité de notre armée, eh bien, elle ne serait pas On a en livré état. une vingtaine de canons César, il faut arrêter de les livrer. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Je le dis d'ailleurs depuis le début. Je suis une des seules à dire que je pense que si l'on pouvait transmettre du savoir-faire, des formations à l'armée ukrainienne, du matériel de protection, des gilets pare-balles, etc., aller livrer du matériel lourd dont, encore une fois, nos armées ont besoin, est affaiblir et prendre un risque sur notre sécurité intérieure. La hausse du budget de la défense, 3 milliards d'euros supplémentaires, c'est insuffisant, il faut aller plus vite. Or, on sait que pour se réarmer, il faut des années, voire une décennie. Oui, vous avez raison, mais en réalité, la loi de programmation militaire, en quelque sorte, a prévu une augmentation qui augmente beaucoup après 2023, après 2027. C'est-à-dire après qu'Emmanuel Macron soit plus au pouvoir. Ils font toujours ça. Ces manœuvres, il faut arrêter avec ces manœuvres politiciennes. C'est déplorable et honnêtement, on doit à notre armée de lui permettre de fonctionner correctement. Or, aujourd'hui, ce qui lui est accordé, en réalité, permet à peine de tenir à flot un sous-investissement dans l'armée qui a déjà un certain nombre d'années derrière elle. Donc, vous savez, l'armée, on se rend compte de l'utilité de l'armée quand on est précisément en situation de lui demander d'intervenir. Mais voilà, la guerre peut arriver, elle peut arriver. Et nous ne sommes pas en mesure de la mener. Voilà, peut-être certains s'en souviennent encore. Et nous ne sommes pas en capacité, semble-t-il, aujourd'hui, de la mener de la manière, enfin, à la hauteur de l'efficacité qui devrait être celle de notre armée. De son savoir-faire, de ses capacités humaines. On peut avoir les meilleurs hommes du monde, s'ils n'ont pas le matériel pour pouvoir œuvrer, eh bien, ils sont en partie démunis. On va terminer par quelque chose d'un peu plus souriant. Marine Le Pen, la Coupe du Monde de football. Hier, l'équipe de France a remporté son match face à l'Australie. Vous êtes derrière les Bleus, j'imagine ? Bien sûr, évidemment, comme tous les Français. D'accord. Et vous avez regardé le match ? Pas du tout, je ne suis pas foot du tout. Je mais vous êtes pas faire derrière l'équipe de France, je sais que c'est très à la mode, mais moi je ne fais pas semblant. Vous connaissez les joueurs, mais je suis mais non, pas du tout. Je ne connais pas le seul joueur. Je n'y m'intéresse. Vous ne pouvez pas connaître un seul joueur. Je m'intéresse pas. Si vous me dites des noms, je vais sûrement le savoir. Non, mais vous devez en savoir. Giroud, non, c'est pas celui qui a Giroud. Olivier Giroud. Voilà, Giroud. Olivier Giroud. Il y a eu 2 buts, c'est ça ? Bon, voilà, c'est bien, hein. Vous faites comme si vous ne saviez pas. Pour moi. Bon. Mais par patriotisme, bien entendu, je suis derrière notre équipe nationale. On va rejoindre Jacques Vendroux, l'envoyé spécial d'Europe 1 qui est à Doha. Jacques, on revient sur ce score magnifique des Bleus hier soir, après une petite frayeur, hein, Jacques. Oui, une immense frayeur, parce qu'on est mené 1-0, les Français égalisent à 1 partout, après ils déroulent, comme on dit, notamment en deuxième mi-temps, et ils mettent 3 buts, dont, vous l'avez rappelé avec Marine Le Pen, 2 buts marqués par Olivier Giroud, qui devient maintenant le meilleur buteur avec Thierry Henry de toute l'histoire du football français en équipe de France. Il passe devant Platini, il passe devant Zidane, et là il est à égalité avec l'un des plus grands attaquants du foot français, Thierry Henry. Aujourd'hui, si vous voulez tout savoir, les joueurs ont fait ce qu'on appelle un décrassage, massage, entraînement très léger. Les choses sérieuses vont recommencer demain. Il y avait Dembélé qui était en conférence de presse. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a assisté à 3 matchs. D'abord, le Maroc et la Croatie ont fait match nul 0-0. L'Allemagne, alors ça c'est incroyable, a été battue par le Japon sur le score de 2-1. Et dans quelques minutes va se terminer l'un des matchs spectaculaires. L'Espagne a battu le Costa Rica sur le score de 6-0. Et puis c'est vrai qu'on peut aussi parler de la blessure de Lucas Hernandez. Malheureusement,
ce joueur du Bayern de Munich ne pourra pas jouer jusqu'en juin 2023. C'est la blessure la plus grave pour un footballeur, c'est les ligaments. Donc une équipe de France privée, c'est vrai, de Lucas Fernandez, mais vous me direz, il y a eu tellement de blessés dans cette équipe de France que maintenant, c'est peut-être une force vive, toutes ces blessures. Ils sont hyper motivés, hyper contents de disputer cette Coupe du Monde. Il y a des problèmes de blessures, etc. Mais a priori, tout va bien. Merci beaucoup. Petit clin d'œil, Merci Jacques. Pour vous dire que les Allemands ont fait une photo officielle. Oui, justement, j'allais interroger Marine Le Pen. Dans la bouche pour manifester contre les droits humains ici au Qatar. Alors, Marine Le Pen, vous avez vu cette photo de l'équipe allemande de football qui a mis sa main devant la bouche au moment de la photo officielle pour protester contre le fait qu'ils n'aient pas pu mettre un t-shirt en faveur des droits des LGBT. La FIFA le leur a interdit. Ils auraient dû pouvoir le porter, ce maillot. Moi, pour le coup, vous voyez, je suis pas souvent d'accord avec Emmanuel Macron, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut que la politique reste en dehors du sport. En revanche, il y a quand même une grande hypocrisie parce qu'il y a des gens qui ont décidé que cette Coupe du Monde s'effectuerait au Qatar. Et tout le monde savait, en réalité, quel était l'état du droit au Qatar, et notamment vis-à-vis des homosexuels. Donc faire porter, en quelque sorte, sur les joueurs la responsabilité d'assumer les conséquences des décisions qui ont été prises par les politiques, je trouve que ça n'est pas juste à l'égard des joueurs. Que les joueurs jouent, qu'ils fassent du sport et que les politiques acceptent leurs responsabilités, que l'on regarde comment le Qatar a obtenu cette décision et peut-être d'ailleurs d'ici quelques années on en découvrira les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.